Bon, bonjour à tous et toutes. Oui, je n'avais pas prévu que c'était ça le thème, mais c'est pas grave, on va improviser. Alors, bon, c'est difficile de me présenter, même avec l'esquisse que vient de faire Simon, mais pour les choses qui importent cet après-midi, vous voyez affiché ici la couverture du dernier numéro de la revue que j'anime, qui s'appelle Papier Nickelé, qui est une revue d'études, de recherche, sur non seulement la bande dessinée, mais tout le dessin imprimé sur papier. C'est-à-dire aussi l'illustration, le dessin de presse et d'humour, l'affiche et la publicité, la gravure et les estampes, et l'imagerie populaire. Ceci sans aucune hiérarchie. On peut parler des illustrations de Picasso comme des étiquettes de fromage de chèvre, du moment qu'il y a du dessin dessus. C'est une revue extrêmement internationale. Nous avons des correspondants dans 30 pays. C'est une revue qui existe depuis 17-18 ans maintenant. 70 numéros parus, c'est un trimestriel. C'est une revue que je recommande à tout le monde, voilà. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et par ailleurs, je donne des cours... alors, je ne suis pas prof, hein. C'est très important dans tout ce que je vais dire. Je ne suis pas prof, mais je donne des cours dans une école privée de formation à tout ce que je viens d'énumérer, illustration, bande dessinée, etc. Ça s'appelle l'école Jean Trubert, du nom d'un très grand dessinateur des années 30-50 qui a charmé ma jeunesse, et où je donne des cours d'histoire de la bande dessinée et d'histoire du dessin de presse. Mais je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Donc, on va commencer. Au vu plus directement à l'entendu de ce que j'ai pu ouïr pendant ces 2 jours, il y a quelques petits points que je voudrais affirmer au départ pour qu'on ne parte pas des fois dans des mauvaises directions. D'abord, c'est bien de faire quelque chose avec la bande dessinée, mais la bande dessinée, c'est pas quelque chose qui est apparu comme ça. C'est la forme moderne d'un moyen d'expression qui est le plus ancien du monde, qui est ce qu'on peut appeler la narration figurative. C'est-à-dire, alors c'est ironique, hein, la narration figurative, c'était pour se moquer d'un courant de la peinture qui s'appelait la figuration narrative, et qu'à un moment, on voulait assimiler à la bande dessinée parce qu'il y avait des grands peintres qui utilisaient des images de bande dessinée pour les repeindre. Du genre, j'ai pas d'imagination, mais je vais vous en mettre plein la vue. Donc, pour se moquer de ça, on avait appelé ça à l'époque la narration figurative, et je pense que ça exprime bien ce que ça veut dire, parce que ça répond à la toute première et la plus universelle des questions que se sont posées les êtres humains au cours, enfin, dans toutes les civilisations, et pratiquement à toutes les époques, c'est comment on transmet un récit, une histoire, au moyen d'images. Et quand je dis transmission d'une histoire, ça pouvait être aussi bien, et c'était certainement ça au début, l'histoire d'une famille, d'une tribu qui ne se la transmettait que de manière orale et qui ont eu envie de la fixer d'une manière un peu plus solide, un peu plus pérenne. Et comme je disais, ce côté universel, il est absolu. Je ne connais pas une seule culture qui ait échappé à ça, au moins à un moment de son histoire. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est comment, des fois à des dizaines de milliers de distance, de milliers d'années de distance et dizaines de milliers de kilomètres de distance, ils ont trouvé parfois les mêmes solutions aux mêmes questions. Et ça, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas considérer la bande dessinée comme un genre. Ce n'est pas un genre. C'est un moyen d'expression à l'intérieur duquel il y a des genres. Parce qu'au début, par exemple, dans les bibliothèques, on classait ça comme il y avait le polar, il y avait le machin, et il y avait la bande dessinée. Non. Il y a la peinture, il y a le théâtre, il y a la bande dessinée. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On dit souvent que la bande dessinée est une écriture. On parle d'écriture graphique, d'écriture dessinée. Il faut bien mesurer que le contraire est exact aussi. L'écriture, c'est du dessin. Toutes les écritures sont nées de dessins simplifiés, adaptés, transformés. Troisième... oui, et pour illustrer ça, il faut savoir qu'on écrit depuis à peu près moins de 10 000 ans, je dis ça un peu au pif, hein,
j'ai pas révisé, et on dessine depuis peut-être 100 000 ans, puisque les plus anciennes traces de peinture, ou plus exactement d'objets servant à la peinture, c'est-à-dire en fait des petites coupelles de rochers creux dans lesquels il y a des traces d'ocre qui servaient à peindre, à dessiner, remontent à 100 000 ans, les plus anciennes qu'on ait trouvées. Bon, il est vraisemblable que ça a commencé par de la peinture corporelle, pour des rituels, pour, je sais pas, effrayer un ennemi, pour, je sais pas moi, invoquer je ne sais quelle divinité pour que la chasse soit plus propice, etc. Ou peut-être tout simplement pour séduire un garçon ou une fille. Il faut savoir aussi que, contrairement à ce qu'on pourrait raconter dans les histoires de l'art, l'immense majorité dans le temps de l'art a été de l'art abstrait. L'art figuratif est né au bout de plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors évidemment, il y a beaucoup de formes géométriques, des choses comme ça, mais il y a beaucoup de dessins abstraits, des fois qu'on n'arrive pas encore à expliquer de nos jours sur certaines représentations de l'art pariétal. Et dans l'abstraction, la chose la plus abstraite, on n'y pense jamais, et qui pourtant est universelle, c'est le trait. Si je veux dessiner, par exemple, Estelle qui est devant moi, je vais faire un trait pour faire sa silhouette. Mais si vous la regardez, il n'y a pas de trait autour d'Estelle. C'est une invention de l'esprit complète. Et pourtant, dans toutes les civilisations, on a fait ça. C'est incroyable comme histoire. On l'a fait des fois en gravant dans un rocher, on l'a fait en peignant, on l'a fait en traçant un truc sur le sable, mais on fait la forme. Je livre tout ça un peu à votre réflexion avant d'entrer dans le vif du sujet. Dernier point, aujourd'hui, un enfant en bas âge a vu plus d'images que son grand-père n'en avait vu dans toute sa vie. Pourtant, dans les pays développés, l'école continue à transmettre le savoir par l'écrit. C'est pour ça que les sujets que nous abordons dans ce colloque ont, à mon avis, une certaine importance, c'est de se rendre compte que peut-être on prend un léger retard sur le réel. Parce que du coup, cet enfant, il reçoit beaucoup plus d'informations qui forment son savoir qu'il va en recevoir par l'éducation. Ça, c'est assez nouveau. Parce qu'avant, il y avait l'école, la famille. Aujourd'hui, il y a des concurrents très forts à ces deux éléments d'enseignement. Et donc, il faut réfléchir là-dessus, et j'y reviendrai en fin d'intervention. Une dernière chose à comprendre, c'est que la narration en bande dessinée ne fonctionne pas du tout comme la narration dans d'autres arts, et notamment pas du tout comme le cinéma, contrairement à ce qu'on répète partout. La bande dessinée est avant tout un art de l'ellipse. C'est d'ailleurs pour ça, tout à l'heure, que dans l'intervention sur la Shoah, sur la question qui m'a beaucoup intéressé de peut-on représenter, comment peut-on représenter l'indicible ? Justement, la BD le permet parce qu'elle fonctionne sur l'ellipse. Ce que le cinéma serait obligé de montrer en partie, au moins en partie, la BD peut parfaitement l'éluder, le faire encore plus comprendre, parce que ce qui est important, c'est pour ça que c'est un art intelligent, la bande dessinée, c'est que ce qui est important dans la bande dessinée, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce que l'esprit reconstitue qui est entre les images. Entre deux images, il se passe quelque chose qui dure plus longtemps que les images qu'on voit, et c'est l'imagination et l'esprit, ou avec la culture de chaque individu, qui le reconstitue. Donc c'est pour ça que je dis, ça rend intelligent la bande dessinée. C'est ce que je disais aux parents d'élèves qui me disaient, il y a 20 ans, mon enfant, il lit que de la bande dessinée. Scandalisé. Et moi, je leur disais, vous avez un enfant qui lit? Mais quelle merveille, madame! C'était toujours les mères de famille, je ne sais pas pourquoi. C'était comme ça. Donc voilà. Maintenant, on va peut-être... Alors, et dernier élément, je n'arrête pas de faire des derniers éléments, parce que je ne lis pas bien mes notes. Souvent, on dit que la bande dessinée, c'est une articulation entre du dessin et du texte. Il faut bien voir que ce n'est pas tout à fait ça. C'est une articulation entre du dessin et du son.
Et que même lorsqu'il y a un texte explicatif en bas d'une case, c'est le son produit par la voix du narrateur. En ce sens, elle ressemble plus au cinéma que tout à l'heure. C'est très important de comprendre ça parce que dans les BD didactiques, il ne faut pas l'écrire comme un texte didactique, ce qu'on veut faire transmettre. Sinon, c'est pesant, voilà, le lecteur de BD, ça va l'emmerder. Donc, à retenir. Alors, plusieurs intervenants ont évoqué que dans le passé, il y avait une grande incompréhension de la bande dessinée née dans les milieux éducatifs. Alors, c'est vrai, c'est même terrible. Ça s'est traduit par des censures épouvantables. Dans les années 20-30, c'était cauchemardesque. La BD était accusée de favoriser le crime, la débauche, machin, etc., sous prétexte qu'il y avait des BD qui le faisaient effectivement, mais enfin bon. Et en réalité, je vais faire un écho à ce que je viens de dire sur le texte, sur la prédominance du texte, c'est que justement, l'essentiel de l'information ne passait pas par le texte. Or, nous sommes des civilisations, en tout cas en Occident, des civilisations du texte écrit, du texte lu, essentiellement parce que nous sommes des pays où la loi est écrite. Donc il est important qu'à l'école, on apprenne à écrire et à lire, parce qu'il faut pouvoir obéir à la loi sans qu'il y ait de soucis. Évidemment, si la loi était rédigée sous une forme de bande dessinée, on apprendrait la BD à l'école dès le primaire, il n'y a aucun problème. Mais quand la bande dessinée commence à naître, alors elle est très hésitante, la naissance de la bande dessinée, parce que, par exemple, Gustave Doré, qui est un des grands pionniers, dans son histoire de la ceinture Russie, qui d'ailleurs je vous recommande, c'est un chef-d'œuvre absolu, il a des pages entières de texte, des pages entièrement dessinées, des pages où il y a un grand dessin avec peu de texte, et le contraire. On voit bien qu'il hésite. Il a envie de faire quelque chose qui est une bande dessinée, mais il ne sait pas encore que ça existe, ou à peine, parce que Topfer vient juste de faire ses premiers albums, je ne sais même pas si Doré les a lus. Et donc, elle s'est cherchée pendant presque un siècle. Et évidemment, quand les premières BD stricto sensu arrivent, la tentation de mettre des bulles, elle existe. Parce que la caricature anglaise fait ça depuis le XVIIIe siècle. Donc les bulles, les phylactères, on les a vus. Ne serait-ce que dans les caricatures anti-françaises, qui étaient l'essentiel des caricatures anglaises. Donc cette tentation existe, mais c'est pas possible parce que les éditeurs ne veulent pas. Les éditeurs ne veulent pas parce que les éducateurs ne veulent pas. Et les éducateurs ne veulent pas parce que sans doute les parents ne seraient pas contents. Et donc toute la pression pour empêcher que cet art nouveau se prenne sa pleine mesure, sont là et convergent. Et que par exemple en France, où on va prendre beaucoup de retard, alors qu'on avait de l'avance sur, par exemple sur les États-Unis, puisqu'on a fait des BD à peu près 30 ou 40 ans avant les États-Unis, la bulle, elle vient tout de suite. Enfin, très vite en tout cas. Et les premières BD qui expérimentent un petit peu des bulles, ils en mettent une de temps en temps, par-ci, par-là. Mais par contre, il faut qu'il y ait du texte qui explique dessous. Alors là, c'est pas du son, hein, c'est vraiment du texte. C'est pour ça que je fais la différence. Alors vous avez par exemple une BD que j'aime beaucoup, si vous voyez l'hommage que je rends dans le titre de Ma Revue aux Pieds Nickelés. Dans les Pieds Nickelés, dans la BD de Forton, la première case, ou la deuxième case de sa première histoire, il y a une bulle. Mais après, il n'y en a plus d'un bon moment. Parce que on vous racontait 3 fois l'histoire. Vous voyez par exemple les pieds nickelés dans le dessin qui étaient face à la police. Dans la bulle, on disait 22, voilà les flics. Deuxième récit de la même chose. Et en dessous, nos héros rencontrent la police et voilà. C'est illisible aujourd'hui, totalement illisible. D'ailleurs aujourd'hui, on ne mettrait même pas la bulle. On n'a pas besoin. Si c'est bien dessiné, on comprend qu'ils sont face à des flics quand même. Surtout qu'il y a les costumes. Bon. Et donc, pendant longtemps, la BD s'est engluée là-dedans jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, comme on avait quand même été libérés par les Américains, ça a beaucoup aidé à ce que leurs BD reviennent. Elles étaient déjà arrivées à partir de 1934 massivement en France. Et ça avait un peu interpellé les dessinateurs de BD et même les éditeurs. Voilà.
à cette époque, en fait, on considérait que les images de la bande dessinée n'étaient qu'une illustration d'un texte. Il ne pouvait pas en être autrement. Et pour cette raison, comme l'éducation, c'était d'abord d'enseigner par le texte, les éducateurs ont été très hostiles à cette évolution. Alors, notre ami Philippe a rappelé l'autre jour, avec beaucoup de brio, mon ouvrage l'ABC de la BD, où je dis beaucoup de mal des éducateurs et des rôles qu'ils ont pu jouer dans le ralentissement, si je peux dire, du développement de la bande dessinée pour la jeunesse. C'est vrai que le livre date de 1983, que heureusement les choses ont beaucoup bougé depuis, et nous en sommes tous la preuve ici aujourd'hui, mais il y a encore des efforts à faire, et j'en parlerai aussi en fin d'intervention. Alors, cette hostilité était surtout due à une ignorance de ce qu'étaient les bandes dessinées. Un prof n'allait jamais lire une bande dessinée, ou s'il le faisait, c'était vraiment une manière tellement clandestine et je sais pas, ça devait certainement provoquer en lui un grand traumatisme et le mener devant un psychanalyste. C'était une impossibilité absolue. D'ailleurs, je fais une incidence dans la revue Papier Niclé. Quand je l'ai créée, j'ai fait appel à beaucoup de grands spécialistes dans tous les domaines, et notamment dans la bande dessinée, et notamment à quelques universitaires qui s'intéressaient beaucoup à ça. Ils m'ont tous dit, oui, c'est très intéressant, on va y penser. Et aucun n'a jamais écrit dedans, parce que quand vous faites votre bibliographie, si vous avez des noms de revues prestigieuses, universitaires, internationales, machin qu'évidemment personne n'a lu, et qu'au milieu, vous avez Papier Niclé, tel truc, ça fait pas sérieux, quoi. Faut pas déconner, ça fait pas sérieux. Bon. Et puis, au bout de quelques années, il y a des universitaires étrangers qui ont commencé à écrire dans la revue. Et maintenant, les universitaires français écrivent dans la revue. Voilà. D'ailleurs, vous êtes invités, si vous avez des sujets, vous êtes bienvenus. Il faut comprendre aussi que, à cause de cette chose-là, et aussi, il y avait l'hostilité en même temps très importante du monde des beaux-arts. Elle dure encore, il faut le savoir. Moi, j'ai fait des interventions sur la bande dessinée dans des écoles des beaux-arts. C'est les seuls bides que j'ai pris dans ma vie. Bides complets, ça ne les intéresse pas une minute. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà. Alors, ils sont interpellés maintenant parce que des originaux de bande dessinée se vendent 10 fois plus cher que les peintures de peintres célèbres. Alors, ça commence à les gratter. Et on voit les revues d'art, aujourd'hui, comme Beaux-Arts d'ailleurs, font des rubriques sur la bande dessinée, vachement, des fois bien fait d'ailleurs. Mais en fait, ils prennent quand même que les artistes qui ont un côté pictural. Ils vont prendre Nicolas de Crécy, ils vont prendre Bilal, ils vont prendre Hugo Pratt ou Franquin. Et la bande dessinée, c'est d'abord un moyen d'expression populaire. C'est bon marché, c'est répandu partout, tout le monde peut y accéder, mais comme c'était souvent interdit par les parents, déconseillé par les enseignants et maudit par les prêtres, parce qu'il ne faut pas oublier que le rôle de censeur de l'Église catholique a été mais épouvantable. Si je vous retrouvais les listes qui faisaient passer, il y avait 600 bandes dessinées. En grosso modo, toutes les BD qui sortaient pas des éditions Bayard ou Fleurus étaient condamnées. Bon, voilà. Donc, les enfants, ils lisaient ça de manière clandestine. Ils s'échangeaient avec les copains. Ils s'enfuyaient aux puces, achetaient à 50 centimes des petites bandes dessinées. C'était un moyen d'expression populaire. Après 68, en 1968, c'est l'arrivée de la légitimation d'une partie de la culture populaire qui rentre dans la culture dominante. Si je le disais en termes politiques, qui rentre dans la culture bourgeoise. Le polar, l'espionnage, la science-fiction, le free jazz, voilà, et la bande dessinée. À partir de ce moment-là, on commence à voir, moi ça m'avait beaucoup frappé dans des restaurants, de voir des fois un cadre supérieur en train de déjeuner tout seul en lisant une bande dessinée. Je regardais ça, c'est extraordinaire, il se passe quelque chose. C'est en train de se passer quelque chose. Et puis après, on a vu des mères de famille aller à Angoulême avec leurs enfants, leur acheter des albums. C'était impensable, des fois, quelques années avant. Et personnellement, je déplore beaucoup l'évolution de la bande dessinée aujourd'hui à vouloir absolument rentrer dans la culture dominante.
Par exemple, être exposé en galerie, entrer dans les musées, atteindre des prix importants dans des ventes aux enchères. Alors je précise que moi j'organise des expositions, je suis expert dans des ventes aux enchères, donc je bats ma coupe aussi au passage, mais ça entraîne des effets pervers. Par exemple, il y a de très grands artistes qui aujourd'hui, quand ils pensent leur bande dessinée, travaillent leur planche en sachant qu'ils vont la vendre dans une galerie. Et ça fout tout en l'air. Quelque part, ça fout tout en l'air. Donc c'est pas une bonne évolution. Et en plus, bon, en général, dans toutes les cultures, ce qui est populaire est amené à ne plus l'être. Tôt ou tard, ça prend une telle importance, ça a une telle signification dans l'explication de la société dans laquelle on vit que, évidemment, tout le monde s'en empare. Et ça cesse d'être populaire. Donc comment... Quand je dis populaire, il faut bien comprendre que ça veut dire que c'était le refuge de tout ce qui était subversif. Alors comment être subversif en galerie? Est-ce qu'une œuvre qui était subversive et qui rentre dans un musée reste subversive? Compliqué ça. Donc personnellement, ma position a toujours été un peu iconoclaste. D'ailleurs, je dirais peut-être des trucs qui vont vous choquer, mais sachez que c'est fait exprès. Pour moi, la culture, ce n'est pas quelque chose que l'on apprend. C'est quelque chose qu'on vole. La vraie culture, c'est ce qu'on vole. C'est ce qui n'est pas permis. Et moi, je fais partie de la génération qui était fou de rock et de trucs comme ça. À l'époque, les radios, on n'en passait jamais. Vous savez que la première fois qu'on a vu à la télévision Elvis Presley, vous savez quand c'est? Le jour de sa mort. 3 secondes. Pour vous donner une idée d'où on en était dans cette société. Et quand on avait un copain ou une copine qui avait la chance d'aller en voyage à Londres, elle partait avec des piles entières de listes de trucs à ramener, de disques et de... bon, voilà. Et ça, c'est la vraie culture, quelque part. La culture qu'on vous mouline et qu'on vous enfonce dans un entonnoir comme une noix dans le Périgord. Non, quoi, c'est pas ça la culture. Alors, quand on enseigne, il faut se poser cette question. Est-ce que je dois apporter cette culture aux jeunes générations, ou est-ce que je dois leur apporter les outils et les moyens qu'ils se la procurent? Ce n'est pas tout à fait la même chose. J'y reviendrai aussi dans ma conclusion. Alors ce rejet de la culture dominante, de la bande dessinée par la culture dominante, a été sa chance. Ça a été sa chance. C'est ce qui lui a permis de se développer. C'est ce qui lui a permis de toucher des milliers et des milliers de jeunes gens, parce qu'au début, c'était quand même très tourné vers l'enfance, enfin, jusque dans les années 60 en tout cas. Et elle a toujours été associée justement à ce côté contestataire, ce côté interdit. On pourrait faire la comparaison avec la marijuana, si vous voulez. C'est la culture populaire. C'est comme la marijuana, la culture dominante, c'est comme la clope. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Sinon, je vous l'explique à la sortie. Du coup, le fait que quelque chose puisse entrer dans un programme d'éducation, on peut se poser la question si c'est utile ou si c'est contre-productif. Par exemple, on ne dira jamais le mal que les programmes de littérature à l'école ont fait à de très grands auteurs en les mettant au programme. Parce que comme c'était dans le programme, ça faisait partie des contraintes, ça faisait partie des trucs, il fallait les lire, le prof l'a dit, gna gna, c'est probablement c'est naze, moi je préfère lire un polar, voilà. Moi, on m'a écouté de certains auteurs quand j'étais à l'école, que j'ai découvert après, évidemment. Alors, du coup, est-ce qu'il faut faire quelque chose autour de la bande dessinée? C'est-à-dire, est-ce qu'on rend service ou est-ce qu'on ne rend pas? C'est sous forme de question, je vous le dis. Je suis quand même plutôt pour. Mais il faut réfléchir à la manière de le faire. Voilà. Comment s'assurer qu'aujourd'hui, quand on fait une bande dessinée,
parce qu'on n'est pas toujours sûr de quel est le public. Si on fait une bande dessinée pour les enfants de 6 à 8 ans, bon, on cerne son public, mais la plupart des artistes ne réfléchissent pas forcément à ça. Ils font une BD, ils passent à un éditeur, c'est l'éditeur un peu qui, lui, se dit « tiens, ça va toucher tel créneau », il met l'effort là-dessus. Mais comment peut-on s'assurer que le côté populaire demeure? Populaire, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on en vend beaucoup aussi. Une BD qu'on vend à 500 000 exemplaires, c'est une BD populaire. Hein. Astérix, c'est populaire, je peux vous dire. Voilà. Donc, si on fait un album qui va toucher qu'une certaine élite intellectuelle ou des esthètes de haut niveau, c'est très valorisant pour soi-même, mais c'est pas valorisant pour payer son loyer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à un moment, l'artiste se pose ces questions-là. Et en même temps, le fait que lire des bandes dessinées avait un côté clandestin, interdit, un peu subversif, c'était forcément une approche artistique entièrement fondée sur le plaisir. Et cette dimension du plaisir, d'ailleurs je crois que Claire Simon en a parlé l'autre jour, enfin hier, elle est fondamentale pour les lecteurs de bandes dessinées. Ça veut dire que si on travaille avec des élèves et qu'on ne retrouve pas cet élément de plaisir, on est à côté de la plaque. Alors on me dirait, la formation des enseignants, c'est rare qu'on vous enseigne à donner du plaisir. Hein. Moi je pense que ça devrait faire partie du cursus, des bibliothécaires aussi, des éditeurs aussi. Mais néanmoins, c'est essentiel. Je vais prendre un exemple personnel, parce que moi j'ai fait... Je développerai un peu ça tout à l'heure. J'ai été un des tout premiers à faire des ateliers d'initiation à la bande dessinée en France, dès le début des années 70. Au bout de quelques temps, je me suis aperçu d'une chose, c'est que quand on expliquait à des enfants ou des adolescents que bien qu'on soit dans un milieu scolaire, par exemple, on allait s'amuser, on allait rigoler, on allait prendre du plaisir, aucune contestation, et le sommet de tout, c'est que les enfants ne partent pas en récré. Alors ça, je peux vous dire, c'est un critère. Les enfants ne partent pas en récré, c'est que vous les avez intéressés. Mais vous les avez intéressés parce que vous avez fait quelque chose qui leur fait plaisir. Résultat, si vous faites une BD à caractère didactique, si vous essayez de faire passer un message quelconque, qu'il soit d'ailleurs lié au programme ou si c'est tout simplement un message, je ne sais pas moi, humanitaire ou bon, peu importe. Si c'est fait sous une manière de plaisir, vous êtes sûr que ça va marcher. Vous êtes sûr que le message va passer. Donc, il faut essayer d'avoir cette dimension-là. Alors, c'est plus facile, c'est même beaucoup plus facile de faire ça quand on n'est pas l'enseignant. D'où l'intérêt de faire venir des dessinateurs, des scénaristes, ou même des gens comme moi. La première chose que je dis aux enfants, c'est « je ne suis pas prof ». Quand vous n'êtes pas prof, on vous écoute plus. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce qu'on vous écoute une fois ou 2-3 fois d'affilée, et pas tous les jours, ou pas toutes les semaines. Donc on a cet avantage on vient de l'extérieur, on repart, on ne met pas de notes, on n'évalue pas, on ne critique pas. Donc on a cette puissance, si je veux dire, d'attractivité et d'attention. Donc travailler avec des professionnels, c'est mieux, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors cela dit, je parlais de la formation. Il en avait été question à l'époque où... un peu à l'époque où j'ai fait mon bouquin, l'ABC de la BD. Je crois que c'est l'époque où Jacques Lang était ministre de l'Éducation nationale. Et il y avait eu une discussion, justement, un peu après ce bouquin, où ils avaient vraiment envisagé... d'enseigner l'image à l'école. Seulement, pour ça, pour mettre ça en place, c'est un temps long, et la durée de vie d'un ministre est très brève. Donc, ça ne s'était pas fait. Et 40 ans après, ça ne l'est toujours pas. On peut donc y penser, je ne sais pas, si certains d'entre vous se présentent aux élections, deviennent ministres, rappelez-vous ce que j'ai dit aujourd'hui.
ça je l'ai dit déjà. Alors, un petit mot des ateliers que je fais. Encore une fois, je fais des ateliers d'initiation. C'est pour les gens qui n'ont aucune idée de comment on fait une bande dessinée ou même quand on la lit. C'est vraiment la formation primaire. Quand on veut faire une formation plus complète, il faut me faire intervenir et puis après, un scénariste, un dessinateur, voire un ou une coloriste, puisque 90% des coloristes sont des femmes, pour qu'ils expliquent chacun, à l'étape qui est la leur, comment ça se fait. Mais pour ça, il faut déjà qu'on sache comment ça fonctionne. Alors moi, je l'ai fait aussi bien pour des étudiants que pour les enfants des maternelles. Enfin, j'ai fait tous les niveaux. J'ai formé des enseignants, j'ai formé des bibliothécaires, j'ai formé des animateurs socioculturels, parce que tous ces gens avaient vraiment besoin de pouvoir faire eux-mêmes, ou pouvoir faire eux-mêmes des bandes dessinées aux jeunes dont ils avaient la responsabilité. Par exemple, pour les bibliothécaires, moi, quand j'allais en bibliothèque, les bibliothécaires, je ne sais pas pourquoi, ils étaient tous vieux. Et il n'y avait souvent pas de bande dessinée, ou très peu. Et quand il y en avait, elles étaient placées sur la tranche, vous voyez, comme des bouquins normaux. Et puis, après 68, il y a eu cette génération de jeunes bibliothécaires. Et puis, c'est vrai, je parlais de Jack Lang, il a fait quand même quelques bons trucs dans sa vie. Il a donné un grand coup de pouce aux bibliothèques. On s'est mis à construire des bibliothèques et des médiathèques sur tout le territoire. Et ça a été une bonne chose pour la lecture publique, incontestablement. Mais du coup, ça a fait qu'il y a eu beaucoup de bibliothécaires qui étaient très jeunes, qui sont arrivés, qui étaient des lecteurs de BD. Et eux, ils ont dit, mais il ne faut pas les mettre sur la tranche, les bouquins, il faut les mettre comme ça, qu'on voit la couverture. Et là, d'un seul coup, les mômes sont arrivés en masse dans les bibliothèques. Et avec les mômes, il vient quoi? Il est venu les parents aussi. Donc ça a boosté la clientèle des bibliothèques de façon extraordinaire. Moi, j'intervenais beaucoup en bibliothèque à ce moment-là. Je voyais ça d'une séance sur l'autre. On voyait que, voilà, 6 mois après, ça avait bougé, quoi. Et là, au fil des animations, j'ai mis au point une petite méthode avec des petits trucs pour que ça marche. Alors la première chose, je le voyais tout à l'heure en regardant l'exposition là, la première chose que je vais faire, alors d'abord, oui, première chose, il faut travailler en amont avec le prof. Le prof, il faut lui dire, préparer les enfants, on fait qu'il faut qu'ils réfléchissent à une histoire. Sinon, on passe 1h30 sur les 2 heures d'intervention à la chercher. Deuxième chose, vous avez sûrement un placard qui ferme à clé. Dedans, vous mettez tout ce qui est règles, compas, équerres, enfin tous les machins qui permettent, tous les trucs de géométrie au placard. On va travailler qu'à la main. Ça, c'est essentiel. Ensuite, la première chose que et alors, le matériel, c'est pas difficile parce que moi, mon idée, c'était que vous pouvez faire de la bande dessinée avec aucun matériel, pratiquement aucun. Feuille de papier, crayon à papier, gomme, feutre de toutes les couleurs. Et surtout, pas mal de feutre noir pour l'ancrage. Et tout le reste, non. À la rigueur, parce qu'à l'époque, il y avait, vous savez, les faciles liquides, là, c'était très 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 bien, ça pouvait servir à corriger des trucs. Mais c'est tout, surtout pas d'autres matériels. C'est-à-dire que tout le monde pouvait faire ça. Bon, aujourd'hui, avec l'ordinateur, c'est compliqué, parce qu'il faudrait les initier sur... 5e séance, pas la première. La première chose que l'on fait faire aux enfants, on leur dit, voilà, tu prends ton crayon. Bon, d'abord, on va faire la phase au crayon. Une fois qu'on a fait le scénario ensemble, qu'on a établi un petit peu l'histoire qu'ils veulent raconter, qu'on écrit au tableau, parce qu'ils vont faire tous la même histoire pour qu'on puisse comparer. La comparaison est très importante à la fin. On lui dit maintenant, ce qui est écrit au tableau, on va le faire rentrer dans un cadre. Ce cadre, tu vas le dessiner. Tout ce qui sera dans le cadre, c'est dans l'histoire, et tout ce qui n'est pas dans le cadre n'est pas ton histoire. Alors après, on peut leur expliquer comment on viole les codes qu'on vient d'adopter, parce que c'est la base de l'art, c'est que d'abord, on comprend les règles, et après, on les fiche en l'air. Mais d'abord, là, vous êtes là pour les apprendre. On fait un cadre. Alors c'est très important, parce que très souvent, les enfants, ils dessinent une partie de leur histoire, puis ils laissent beaucoup de blanc en haut. Alors on leur dit, mais il se passe quoi, là? Il n'y a rien? Pourtant, c'est dans ton histoire. Il n'y a rien dans ton histoire, là? Alors bon, en général, ils font des nuages pour montrer qu'il y a le ciel, et ils colorent en bleu, mais... Bon, il faut leur faire comprendre que c'est l'intégralité du cadre qui est l'histoire. C'est important, ça.
Ensuite, on leur demande de découper l'histoire. Alors là, une petite astuce aussi, par rapport à des BD que j'ai vus en bas, leur imposer absolument de faire un nombre de cases impair. Parce que si elles sont paires, elles sont toutes de la même taille. Ils font clac, 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 clac. Ils font ce qu'on appelait le gaufrier. Ça a longtemps été la BD qu'on n'arrive plus à lire maintenant du début du siècle dernier, où toutes les cases étaient pareilles. Donc ça enlevait complètement du dynamisme, parce qu'il y avait des cases où il ne se passait pas grand-chose, puis d'autres au contraire, c'était très... Bon, non, c'était les mêmes cases. Et donc ils sont obligés en général, 7 cases c'est bien pour une planche, et du coup ils sont obligés de faire des cases de tailles différentes. Alors comme elles sont différentes, des fois ils en font en hauteur, ils en font en largeur, et c'est exactement ça la BD. Mais en même temps, je leur dis, là, tu as une histoire de girafe et tu as fait ta case en largeur. Est-ce que c'est une bonne idée pour dessiner une girafe? Voilà, alors après, ils réfléchissent, qu'est-ce qu'il va y avoir dans leur case? Alors, ils prennent la gomme, ils refont les cases. Mais c'est très important parce qu'ils apprennent spontanément le découpage en faisant ça. Après, ils dessinent au crayon. Et là, on tombe... Bon, moi, j'ai fait énormément d'animations dans les quartiers les plus défavorisés, où il y a beaucoup d'élèves qui sont soi-disant des cancres. Monsieur, mais on fait des fautes. On s'en fiche des fautes. Alors, je disais ça d'autant plus volontiers que 90%, c'était les profs de français qui m'invitaient. Je disais, on s'en fiche des fautes. Tu le feras corriger à ton prof. On n'est pas là, on n'est pas en cours de français, là. Alors, ça les rassurait. Monsieur, on ne sait pas dessiner. Mais on n'est pas en cours de dessin non plus. S'il y a une autre séance derrière, il y aura un dessinateur qui viendra t'aider à apprendre. Le truc, c'est que tu racontes ton histoire avec une succession d'images. Le reste, on s'en fiche complètement. Alors, ils commencent à dessiner. Et puis, quand ils ont fini, normalement, l'étape, c'est l'ancrage. Alors, moi, je conseille de ne pas faire ça. Je conseille de faire d'abord la couleur, c'est-à-dire le contraire de ce que font les dessinateurs. Pourquoi? Parce que quand ils auront passé leur couleur au feutre, pas au crayon à papier, pas au crayon de couleur, au feutre, parce qu'il faut pouvoir gommer après. Et si c'est au crayon de couleur, ça fiche le camp. Quand ils ont mis toutes leurs couleurs, on ne comprend plus rien à leur dessin, parce que ça bouffe complètement le crayon. Et là, l'utilité de l'ancrage d'un seul coup, il n'y a pas besoin de leur expliquer, ils comprennent tout seuls. Et là, on leur dit, maintenant tu prends ton feutre noir et tu encres. Et là, d'un seul coup, voilà, ils détaillent. D'ailleurs, ils mettent des traits qu'ils n'avaient pas fait avant. Il y en a qu'ils avaient fait, qui ne font plus, etc. Donc, en quelques petits exercices comme ça, ils comprennent un peu tout seuls. Il ne faut surtout pas leur dire, il faut les laisser le découvrir. Alors quand ils ont fait ça, c'est un peu brouillon, il y a du crayon qui dépasse, machin, alors, quand c'est bien sec, on leur dit maintenant tu gommes. Alors quand ils gomment, ils s'aperçoivent qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas ancrées et qui disparaissent. Par exemple, ils ont oublié de faire les yeux et le nez du personnage, alors il y a un trou. Alors du coup, voilà, ils comprennent à quoi ça sert, etc. Donc c'est des petits trucs comme ça, tout bêtes. Et quand c'est fini, si vous avez une classe de 30 personnes, par exemple, une étape essentielle qu'on oublie très souvent dans les ateliers, c'est qu'il faut l'imprimer. Et il est rare quand même que dans un établissement scolaire, il n'y ait pas au moins une photocopieuse couleur quelque part. Donc, ou sinon, ça, on peut trouver. Il faut faire la quête auprès des parents. Bon, on le reproduit au moins en bonne photocopie. Au moins en 30 exemplaires. Après, on le relit comme on veut, mais de façon à ce que tous les élèves puissent ramener chez eux un travail collectif dans lequel il y a leur planche, le montrer à papa, maman, qui comprennent que papa, maman qui leur avait interdit de la bande dessinée ont eu tort, puisque maintenant on l'a fait à l'école. Et à Noël, papa, maman va leur acheter des piles de bande dessinée. Donc, on résout en même temps un problème pédagogique et un problème familial pour le même prix. Il y a une étape qu'on peut faire aussi qui est très très intéressante, c'est évidemment de faire commenter les images des enfants par les autres enfants. Et un truc que je conseille qui est pas mal, c'est que si vous faites une animation avec 2 classes différentes, c'est de faire lire les histoires d'une classe par l'autre. Et faire critiquer, quoi, qui est une espèce d'échange comme ça. C'est pas mal. En général, c'est pas mal. Si on veut aller plus loin, je vous l'ai dit, faites venir un dessinateur après, qui lui est un professionnel du dessin, un scénariste qui est un professionnel du son, puisque c'est du son, etc. Et pourquoi pas aussi un éditeur, enfin, bon,
On peut faire tout ce qu'on veut, et je vous conseille plutôt de faire des animations à plusieurs détentes, quoi, parce qu'on peut toujours faire un atelier de 2 heures avec des enfants, ou de 2 fois 2 heures, mais c'est mieux si c'est une opération un peu suivie. Alors, un conseil absolu, pendant l'intervention, le prof s'assoit derrière et fait la même chose. Il dessine aussi. Parce que souvent, il ne dessine pas mieux que ses élèves. Et que quand les élèves vont voir ce qu'il a dessiné, « Ouais, monsieur, mais non, on ne fait pas comme ça » et tout ça. Du coup, ça met une espèce de relation qui n'est plus hiérarchique entre le prof et les élèves. Et en général, ça peut aider. Je pense que c'est un type de relation qui est important. L'expérience m'a prouvé que, et souvent d'ailleurs j'ai vu des professeurs soit stupéfaits, parfois émus même, que les plus mauvais élèves étaient ceux qui faisaient les plus belles BD. Pour une raison très simple. Alors, très souvent, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, j'allais souvent dans les quartiers difficiles où il y avait beaucoup d'enfants venus de l'immigration, où on ne parlait pas français à la maison, donc leur orthographe n'était pas bon, ils n'étaient pas bons en français, ils avaient des difficultés dans d'autres trucs, donc ils étaient plutôt les mauvais élèves de la classe. Mais là, quand d'un seul coup, on leur permet de dessiner sans avoir appris à dessiner, et de mettre des bulles sans se soucier de l'orthographe, il y a une espèce de libération qui se fait. Et moi, j'ai vu des BD, mais extraordinaires. Je disais, brillante, hein, votre élève. Dit, mais non, c'est la plus mauvaise de la classe. Ah bon? Et c'est souvent les mauvais élèves, c'est-à-dire ceux qui, devant passer par le filtre de l'écrit, ne s'en sortaient pas, et qui, passant par un autre filtre, se libèrent. À la limite, si on leur faisait faire de la musique, ils s'exprimeraient peut-être aussi très très bien, parce que simplement, voilà, on leur impose pas de passer par un entonnoir. On leur dit, il y a 5 ou 6 entonnoirs, tu vas bien en trouver un par lequel tu t'exprimes. Et moi, je pense que le cancre, c'est une invention totale. Il n'y a pas de cancre dans une école, jamais. Il y a juste un enfant à qui on n'a pas donné les bons outils. Et si on réfléchit à ça, on se dit que peut-être il faudrait faire évoluer l'école vers l'enseignement de tous les moyens d'expression, de façon à ce qu'on supprime ces handicaps qu'on voit dans la société. Alors, vous savez, les gens qui sont analphabètes ou qui ont des difficultés avec le langage, c'est terrible pour eux dans notre société. Mais l'aniconisme dans un monde d'images, c'est pareil. Et je pense que non seulement apprendre à faire une image, c'est une manière de s'exprimer, mais c'est aussi une manière d'apprendre à lire une image en même temps. Je ne fais pas que ces ateliers-là, je donne aussi... Combien? Je fais déjà si long que ça. Bon, alors je fais à toute vitesse. Moi, je m'intéresse à la globalité du dessin. Donc, je dois publier déjà depuis la pandémie. Si la pandémie a retardé tout ça, j'ai fait l'histoire du dessin de presse en France, puisque le dessin de presse a pris depuis janvier 2015 une importance plus grande dans notre société. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les journaux n'en publient plus, par trouille. Et je pense qu'il était temps de faire cette histoire, un gros bouquin. J'ai fait aussi un énorme bouquin, il va paraître chez Gallimard, enfin chez Alternative, sur la censure au XXIe siècle. Et vous verrez qu'au XXIe siècle, on censure beaucoup plus que dans les siècles précédents. Et dans le monde entier. C'est toute forme d'image précédente. Je fais aussi donc cette splendide revue, Papier Niclé, que je vous recommande, mais qui est intéressante parce que ce n'est pas une revue de création, c'est une revue de recherche, vraiment. Je dis toujours aux gens, parlez-moi de dessinateurs dont je n'ai jamais entendu parler, ou parlez-moi de dessinateurs très connus, mais sous un angle dont personne n'a jamais parlé. Ou dessinateur, ou d'une revue, ou d'un personnage, ou bon, peu importe. Dans le dernier, il y a un article sur la splendeur de la typographie des marques de linge de maison. Vous savez, les initiales qu'on marquait. Bon, je trouvais un catalogue là-dessus, c'est bien. Voilà. Et je donne des cours à l'école Jean Trubert, donc une école privée que je disais tout à l'heure. Cette école
J'ai été très frappé par le fait que des jeunes gens qui vont devenir des professionnels dans 1 an ou 2 ne savent absolument rien, non seulement de l'histoire de l'art, mais de l'histoire de leur art. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui est très nouveau dans notre société. Avant, quand on faisait un métier artistique, on connaissait l'histoire de ce métier. Et maintenant, c'est fini. Et je pense que multiplier dans les écoles l'histoire de ces trucs, c'est très important. Alors, pour finir, je voudrais juste dire ce que je verrais comme fondamental dans l'enseignement que l'on va faire autour de l'image. Alors, je viens de dire, apprendre l'histoire de ce domaine. Comprendre comment ça s'est fait, comment c'est venu, etc. Et surtout, ce que je disais en début, la BD, c'est que la forme moderne de la narration figurative. Il est important de pouvoir donner accès, comment on racontait des histoires formidables dans l'enluminure avant l'invention de l'imprimerie. Qu'est-ce que racontent les gens sur les parois des grottes ou des rochers du Sahara, qui montre d'ailleurs que c'était une des plus grandes civilisations qu'il y a eu dans l'univers. Et graphiquement, c'est top, vraiment top. Ils ont tout inventé là-bas. Et surtout, il faudrait apprendre à lire une image. Parce qu'on est tous abreuvés d'exemples de gens qui sont tellement fascinés par les images, les enfants qui sont sur leur smartphone à s'échanger des trucs tout le temps, des gens qui n'arrivent pas à en sortir, les jeux vidéo qui les captent, on parle tout de ça. Mais si ces gens savaient lire une image comme elle doit être lue, ils prendraient une distance par rapport à ça, ils feraient un tri plus facilement et ils ne se feraient pas piéger par les images, surtout aujourd'hui où on peut traficoter une image avec un ordinateur comme on veut, inventer des fake news grâce à ça. On doit apprendre aux gens à se défendre contre ça. Et enfin, on a parlé beaucoup ici d'utilisation pédagogique. Je pense qu'il est important que lorsque l'on travaille un album, une bande dessinée pédagogique, il faut absolument la faire comme une bande dessinée, comme un récit, sans inventer pour autant. Il ne faut pas la rédiger d'une manière, entre guillemets, éducative. Parce que ça ça marche pas, ça prend pas. Pour terminer, je voudrais juste citer une phrase qui a été déterminante pour moi. Elle est d'un philosophe que peut-être vous connaissez, parce qu'il doit être universitaire quelque part. Il s'appelle Jean-Paul Jouary. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent. Philosophe. Pas spécialiste particulièrement ni du dessin, ni de la bande dessinée, ni de l'art pariétal. Mais il a fait un livre magnifique qui s'appelle Préhistoire de la beauté. Et dans Préhistoire de la beauté, il a une phrase qui oriente tout ce que je peux faire maintenant au niveau du dessin. Il a dit, pendant très longtemps, on a pensé que dans l'histoire des êtres humains, à un moment, l'homme avait inventé l'art. Non, c'est le contraire, dit-il. Le jour où l'art est apparu, nous sommes devenus des êtres humains. Apprenez-le à vos élèves, vous verrez, ça paye. Merci.